Hello, hello, bonjour à tous, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier live Parlons d'elle. Parlons d'elle, on vous rappelle, c'est l'émission La Bonne Idée qui a pour but de mettre en avant les parcours de femmes dans les milieux professionnels. Donc je suis accompagné aujourd'hui de Shahad. Ouais. Shahad, tu peux te présenter, je crois que c'est la première fois que tu fais un live avec nous. C'est ça. C'est ton baptême du feu et finalement c'est pour la dernière de Parlons d'elle, Ouais, donc c'est beau quoi. C'est ça. Donc aujourd'hui on vous a préparé une émission qui va traiter des femmes dans les métiers de la santé. On a tout un programme pour vous, on a une interview d'une personne super intéressante, on va parler d'une association aussi super intéressante. Et puis on va terminer cette petite heure ensemble par un quiz auquel vous pourrez participer sur Kahoot. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Alors juste avant de commencer, n'hésitez pas sur le chat à lâcher vos commentaires. Alors là je vois que je sais pas s'il y a du monde sur le chat. Alors non. Alors on essaie de vérifier ensemble. Voilà, si tout se passe bien. On va se mettre en 1080p. Alors j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de qualité, mais alors je vais peut-être vérifier sur mon téléphone. On va y aller, hein. Vous savez, c'est les aléas du direct. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans ceux qui sont dans le chat, si vous avez des soucis au niveau de la qualité? Bon, sinon j'espère que ça va, Chad. Tu passes un bon moment, ouais. Une bonne journée, t'as passé un bon week-end? Ouais, ça va, plutôt sympa, et toi? Bah super, je me suis pas tant reposé que ça. Ah. J'avoue que je suis fatigué. Mais... Des soucis au niveau... Ah bah non, c'est bon. Tout est nickel, on peut y aller. Allez, on y va. Non, pour le moment, tout se passe bien. Bah merci à Nosper C qui est à l'affût. Bienvenue à toi d'ailleurs. Donc on va commencer tout de suite par vous donner quelques petites infos hein, pour rentrer dans le thème. Alors aujourd'hui, vous le savez, hein, les métiers de la santé sont oula, on commence très mal. Ouais, hein. Alors, le milieu de la santé est un milieu rempli de personnes très professionnelles. Il faut savoir que pour être médecin aujourd'hui, c'est 8 à 12 ans d'études. Mais malgré tout ça, le milieu regorge de son lot de problèmes, notamment des problèmes de discrimination. Dans les écoles comme dans les hôpitaux, hein, beaucoup de femmes sont victimes de sexisme, voire d'agression, et c'est donc naturellement que les femmes ont commencé à se défendre, si vous voulez, et que la parole s'est libérée, notamment dernièrement avec tout ce qui est les mouvements MeToo, tout ça, la parole a commencé à se libérer, et on en parlera un petit peu plus tard de cette parole qui se libère justement. Pour vous donner quelques chiffres, de plus en plus de femmes se lancent dans les métiers de la santé. À titre de comparaison à travers le temps, faut savoir qu'en 1980, les femmes en médecine représentaient seulement 30% des étudiants. En 2006, 57%. Et ça va crescendo année après année. Donc on va arriver à la parité, voire même à un moment à ce que les femmes soient plus représentées que les hommes dans ces milieux. Pourtant on a l'impression que les problématiques subsistent, restent. On le verra un petit peu tout à l'heure avec l'interview du docteur Frémaux. Et imagine-toi qu'en 1960, seul 1% des femmes étaient étudiants en médecine. Ouais, c'est très très peu. Pour se rendre un petit peu plus compte de la situation actuellement et des chiffres, il y a l'association Donner des ailes à la santé qui a fait une petite vidéo. On va vous la diffuser tout de suite. C'est parti.
Voilà, donc pour vous situer un petit peu le paysage et le climat un petit peu et pour avoir un petit peu de chiffres sur ce milieu de la santé. Alors, on en parlait au tout début, donner des ailes à la santé, cette association, Chad va vous la présenter. C'est ça. C'est à toi. Alors du coup, Donner des ailes à la santé, c'est une association de la loi de 1901, née de la rencontre entre deux femmes profondément engagées dans l'égalité des femmes et des hommes, dans le monde de la santé, mais aussi dans la société dans son ensemble. Géraldine Pignot, chirurgienne, est présidente de l'association, et Emmanuelle Quillet, présidente de Jacen France. Leur constat est sans appel: malgré une nette féminisation médicale, il y a encore trop peu de femmes et des postes à responsabilité en médecine. Pourtant, la mixité est un facteur de la cohésion et d'innovation, et les industries de la santé qui ont réussi ce virage sont prêtes à renforcer les synergies avec le monde hospitalier. Et du coup, depuis 3 ans, l'association donner des ailes à la santé alerte justement sur les difficultés rencontrées par les femmes médecins au cours de leur carrière et propose justement des pistes pour y remédier, c'est-à-dire elles se réunissent entre elles. Et il n'y a pas que des femmes dans l'association, il y a aussi des hommes. C'est ça. Et du coup, tous les ans, en fait, ils font une sorte de baromètre national où ils vont interroger, je crois que sur le dernier baromètre, ils ont interrogé plus de 500 praticiens en médecine, D'accord. justement pour avoir les données les plus fiables. Et les baromètres dressent des constats tous les ans sans appel. D'accord. Bien qu'une prise de conscience collective de l'importance entre la parité homme-femme émerge, le secteur de la santé reste encore à la traîne. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais Ouais. est-ce que tu connais le milieu, alors comment on appelle ça? Carabin. Du tout. Carabin. Ah ben, on en parlera un petit peu plus tard. Et du coup, aujourd'hui, à l'hôpital, 85% des femmes médecins déclarent s'être senties discriminées. Vous vous rendez 85% C'est énorme. du fait de leur sexe dans leur parcours professionnel. Et 80% disent avoir déjà été victimes de comportements sexistes. Les chiffres de ce baromètre révèlent un climat général d'insatisfaction et une réelle baisse de motivation des médecins en Chez les général. femmes, comme Chez hommes. les femmes comme chez les hommes, comme C'est tu ça. le dis. Et tous ces chiffres sont issus justement du baromètre réalisé en partenariat avec Ipsos, réalisé par l'association Donner des ailes à la santé. On constate également que le taux retrouve son niveau de 2021, voire qui augmente dans les premières années de médecine. C'est-à-dire 37% parmi elles disent avoir été discriminées durant leurs 3 premières années. Une augmentation de 5 points par rapport à 2021, vous vous rendez compte? Ouais. Jusqu'à l'internat, 59% des femmes concernées. Le soutien aux plus jeunes femmes médecins est donc plus qu'une nécessité, et c'est justement l'une des actions que propose l'association Donner des ailes à la santé. On a le MOC, salut le MOC, bienvenue sur live. On est super content que tu sois là. Oui, malheureusement, c'est le reflet de notre société en général. C'est ça, en fait. On constate que tous les milieux professionnels, à travers nos lives, on a constaté que malheureusement, ce sont des problèmes qui ne sont pas propres à un seul milieu, à un seul secteur, et que même dans les milieux où on demande de plus de qualification, c'est-à-dire le milieu de la médecine, on se retrouve encore avec les mêmes problématiques, c'est-à-dire du sexisme, des discriminations, des remarques déplacées, et aussi ce plafond de verre, on va en venir. Les écarts entre les femmes et les hommes en docteur, en médecine, sont encore plus flagrants lorsqu'on se concentre sur des postes à responsabilité. Parce qu'en soi, il y a beaucoup de femmes dans le milieu de la santé. Oui, énormément. Mais des femmes à poste de responsabilité, lorsqu'on regarde la représentation, là, plus des hommes. on se pose des questions. Alors 11 femmes sur 63 sont chefs de service. Je te laisse continuer pour donner ces chiffres. 3 femmes sur 11 sont chefs de pôle. 47% des femmes sont maîtres de conférences et en même temps praticiennes hospitalières. 14% des femmes sont professeurs des universités et en même temps praticiennes hospitaliers plutôt. Et 3 femmes sur 47 sont doyennes de la faculté de médecine. Oh, c'est fou. C'est énorme. C'est fou. Enfin, c'est énorme. C'est tellement peu que ça en devient énorme, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, on vous a préparé une autre vidéo qui témoigne aussi du climat un peu nauséabond qui peut y avoir. Attends, on la diffusera peut-être un petit peu plus tard. Je vais continuer avec ce petit passage. On parlera des discriminations un petit peu plus tard. Et du coup, pour continuer sur ça, tu disais,
dans Les le, femmes mi- professeurs. dans le milieu universitaire, les femmes professeurs des universités sont beaucoup moins nombreuses, hein, C'est ça. car pour le devenir, il y a un Il y a long travail de 14% de thèse. femmes, hein. Il n'y en a que 14%. Que 14, Ouais. c'est ça. Et or, l'opportunité d'évolution de carrière se joue généralement entre 30 et 40 ans, un âge où ben, la femme construit, on sait, la vie de famille, tout C'est ça, ça. faire des enfants. Exactement. Et c'est là où se pose la question de la charge mentale, où les femmes sont beaucoup plus exposées à devoir s'occuper de la maison, Des difficultés des personnelles. difficultés personnelles que les hommes qui eux, peuvent se consacrer entièrement à leur métier. carrière. Et justement, le docteur Frémaux le dira super bien tout à l'heure dans une interview qu'on vous a préparée. On vous invite à rester. Est-ce que le problème existe dans le... Oui, malheureusement. Est-ce que le problème existe dans le domaine dans lequel nous sommes? Ben, je crois qu'il existe un peu partout, le mock. Après, je sais pas de quel domaine tu parles, mais voilà. Alors, on va parler des discriminations. Les discriminations subies par les femmes restent à des niveaux très élevés et aucun comportement n'en est une réelle diminution continue depuis la première vague de ce baromètre, hein. On constate pas vraiment de baisse. Ouais. Et pour vous rendre compte d'à quel point ce milieu peut être toxique et nauséabond, bon, on fait pas de généralité, mais Ouais. voilà, les chiffres Pas parlent mal de d'eux-mêmes. secteurs, ouais. Ouais, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a des faits qui se déroulent et qui se passent, et on le verra un petit peu plus dans cette vidéo, qui sont totalement, ils sont pas recevables, quoi. Ils sont, Comment on pourrait dire ça? hein, j'ai un trou là. Ouais, même moi j'ai réfléchi pour toi, mais là. Bah, vous savez quoi, le mieux c'est qu'on balance la vidéo et on revient en plateau juste après. Je venais d'annoncer ma grossesse à ma chef, et quelques heures plus tard, à la pause, elle a dit à mes collègues « La prochaine qui a la mauvaise idée de tomber enceinte durant son contrat, ce sera la pilule abortive dans le café. Quand je suis arrivé pour mon premier stage, l'infirmier a lancé très fort dans la salle « Ah, enfin un stagiaire homme. Quand il y a trop de gonzesses, ça part en couille. » Sur le moment, j'ai trouvé marrant de lui dire « Désolé, je connais seulement les noms des infirmières avec lesquelles j'ai couché. La chirurgie, ça reste un métier d'homme. Il le disait même pas en riant. Il y avait au moins 20 personnes autour. » Quand je lui ai dit que c'était déplacé, elle a levé les yeux au ciel en me disant que j'allais pas en plus faire des histoires. Je voulais pas la mettre mal à l'aise. C'était juste une blague. » Je me suis efforcé de rire pour pas montrer que j'avais envie d'être ailleurs. J'ai vu qu'il y avait des gens qui s'embarrassaient, mais personne n'a osé réagir. Toutes ces histoires sont vraies. Mais ce n'est pas nous qui les avons vécues. Ouais, parce que nous, en fait, on est comédiens et comédiennes. On a fait appel à nous parce que manifestement, c'est toujours compliqué de parler de ces sujets à visage découvert. Même encore aujourd'hui. Nous pouvons toutes et tous agir. Informons-nous sur le sexisme et le harcèlement dans nos institutions. Voilà donc une vidéo, hein, qui parle d'elle-même, des témoignages poignants. Personnellement, ça m'a mis un peu mal à l'aise, mais c'est le genre de truc, et je suis sûr que ça arrive tous les jours malheureusement et dans tous les milieux, hein, on insiste, hein, on met pas l'accent uniquement sur les hôpitaux, tout ça, mais c'est ce genre de remarques on a pu malheureusement les voir un petit peu tout au long de nos émissions. Et on va vous donner aussi quelques chiffres, hein, pour qu'on se rende bien compte du problème dans le milieu. Alors du coup, pour 72% des femmes, les hommes sont plus présents qu'elles dans les activités de représentation, les conférences, les réunions institutionnelles, les congrès et les plateaux de télévision. 68% des femmes considèrent qu'à travail égal, les hommes sont plus valorisés que les femmes. Et 65% déclarent que les femmes médecins se voient dire qu'à la maternité et la vie de famille les empêchent d'accéder à des postes de responsabilité, comme on en parlait tout à l'heure. Et 40% qu'elles manquent d'ambition, et 36% qu'elles ont moins de capacité que les hommes. C'est ça, hein. Alors C'est ce qu'on disait, ouais. que pas du tout, on en parlait tout à l'heure, hein, c'était ce fameux plafond de verre où finalement on a l'impression qu'à compétences égales, bah, les femmes se limitent, quoi. Ouais. Se limitent. Et c'est justement à cause de ces discriminations en partie qu'elles se limitent, parce qu'elles peuvent recevoir des remarques comme quoi ce milieu, bah, voilà, est prise de haut, quoi. Ouais. 80% des femmes médecins affirment avoir été victimes de comportements sexistes au sein de l'hôpital. Elles déclarent subir des propos déplacés sur le physique et leurs compétences professionnelles. 67%.
des questions et comportements intrusifs sur leur vie privée ou sexuelle à 53%, ainsi que des gestes inappropriés à connotation sexuelle 33%. Seuls 16% des femmes ayant subi une agression sexiste en ont parlé à quelqu'un. C'est-à-dire qu'en plus de recevoir ces remarques et ces discriminations, Seuls 16% en parlent. seuls 16% en parlent. Alors, c'est même pas une question, tu sais, de se dire qu'elles en parlent pas et qu'elles devraient en parler. C'est surtout le problème de ce qui se passe. Ce qui se passe après, c'est des répercussions. C'est qu'elles ont aussi peur de ce qui pourrait leur arriver parce qu'elles savent qu'elles sont dans un milieu où... La peur de perdre son emploi. C'est ça, et de pas faire de vagues. Alors justement, on vous a préparé des infographies en régie. On va demander à Wissem de les afficher. Elles s'afficheront là. Juste comme ça, vous vous rendiez un petit peu compte pendant qu'on parle. Il y en a plusieurs que je laisserai Wissem s'en occuper. Mais voilà, tu te rends compte. Tu te rends compte. C'est navrant, et ce qu'on se rend compte, c'est que tous ces chiffres qu'on vous donne, ils sont consultables sur internet, sur le baromètre de l'association Donner des ailes à la santé, des ailes ELES à la santé. Alors, je passe du coq à light pour saluer Ayoub. Ayoub, salut. J'espère que tu vas bien, notre cher collègue de Aix. J'espère que tu vas bien et que tout le monde va bien. Mais pour revenir à ce sujet, c'est vrai qu'il y a une sorte d'omerta peut-être. Et justement, c'est pour ça que des associations comme Donner des ailes existent. C'est ça. Mais avant de passer à la question des salaires, on va se regarder une petite vidéo brute. Une vidéo brute qui témoigne aussi du sexisme et des discriminations présentes dans le milieu de la santé. Ça va pas quoi, c'est n'importe quoi, comment ils nous parlent, comment ils nous appellent. Des fois c'est ça. Il y en a même qui sifflent pour nous appeler. C'est facile de mettre une main aux fesses au bloc opératoire, ouais. Ta blouse elle est descendue et paf. On me demande t'es toute nue sous ta blouse? On dit pas les termes quoi, c'est toujours il a une réputation un peu sulfureuse, il aime bien les femmes, il fait des petits entretiens privés dans son bureau, voilà. Donc tout est dans le sous-entendu, mais on ne dit pas en fait c'est un agresseur sexuel ce médecin. Depuis plusieurs années, la parole des femmes s'est libérée, mais du coup je me suis demandé ce qu'il en était dans le milieu médical. Pendant plusieurs mois, j'ai interviewé des infirmières, des médecins. Beaucoup d'entre elles m'ont confié leurs histoires sans me donner l'autorisation de les enregistrer. Rares ont été celles qui ont accepté d'être filmées à visage découvert. Alors j'étais en stage en neurologie et c'était un patient qui devait avoir une ponction lombaire. Donc une ponction lombaire, nous, moi en tant que stagiaire, mon rôle c'était de le tenir pour avoir le dos bien courbé pour que le médecin puisse être entre les vertèbres et que le patient ne bouge pas. Et donc en fait, je devais le tenir mais lui faire comme un câlin quoi. Et en fait, il en a profité pour me toucher les seins et me toucher les fesses aussi. Et donc sur le moment, en fait, c'est une ponction lombaire, il faut vraiment pas que le patient bouge. Donc en fait, j'ai rien dit pour le bon déroulé du soin. Et quand le soin s'est fini, j'en ai parlé à l'équipe et ils m'ont demandé si j'avais aimé. Je rentre dans la chambre avec un médecin. Je suis encore plus jeune qu'aujourd'hui puisque je suis stagiaire. Et le médecin s'adresse aux patients en disant vous avez de la chance, vous êtes tombé sur une petite jeune, très jolie et tout, elle va s'occuper de vous. En faisant un faciès et des petits regards un peu appuyés. Puis le patient qui surenchérit, super, c'est vrai qu'elle est bien mignonne, voilà. Là on se dit, oulala, ça va être sympa. Après, en plus, on se dit potentiellement, après je pose une sonde urinaire à ce monsieur. J'étais en stage du coup en chirurgie en 2e année de médecine. Et mon chirurgien, on était après une opération dans la salle de staff et il me demande si j'ai des photos sur mon compte Instagram en maillot de bain ou sur mon Facebook également. C'est mon premier stage, j'ai 20 ans. Le radiologue il a commencé à dire ok c'est super, tu es étudiante en médecine. Alors à partir de maintenant tu seras ma femme. Tu verras, on va faire des enfants, on va être hyper heureux et tout. Donc là, il faut bien s'imaginer qu'il a quelque chose comme 55, 60 ans. Évidemment, tout le monde rigole. Je ne suis plus étudiante en médecine, je n'ai plus de prénom, en fait. Je suis juste la future femme du chef de service. Et donc à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans la pièce, il me présente en disant je te présente ma nouvelle femme. Au début, j'ai un peu rigolé et en fait, très vite, je me suis fermé et je disais plus rien.
Et là, il y a un des internes qui m'a sorti en fait de cette mouise, sans pour autant dire haut et fort, je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, mais il m'a dit, tiens, viens là, je vais t'expliquer la thrombectomie. Et en fait, ce qui m'a dégoûté à ce moment-là, c'est de me dire, si jamais j'avais été un homme, j'aurais eu accès au savoir médical, mais puisque j'étais une fille à ce moment-là, j'ai été traitée comme une fille et pas comme une étudiante en médecine. Tous mes collègues hommes ont pu être amenés à me donner des petits noms plaisants. Ça peut être ma chérie, ma belle. C'était plus genre Miss Tinguette et la Miss. Mon poussin, ma chérie, chouchou, ma poulette, ma bichette, ma belle. Ça arrive fréquemment, effectivement, que des collègues ou des supérieurs hiérarchiques hommes se permettent d'avoir une proximité physique et des gestes appuyés, même si c'est pas forcément à caractère sexuel. C'est facile de mettre une main aux fesses au bloc opératoire, ouais. Pourquoi c'est facile ? Parce qu'on est tous collés les uns aux autres, et puis, ta blouse elle est descendue, et paf. J'ai déjà eu un chirurgien qui posait comme question, est-ce que c'est bon au lit avec toi ? Est-ce que toi tu sais faire du bien à un homme ? Il posait ça pendant le bloc, et... Toi, t'as 21 ans, 20 ans, tu sais pas trop quoi répondre, t'es un peu impressionné, t'as peur qu'on t'invalide ton stage. Moi, en chirurgie digestive, j'ai eu un chirurgien qui a palpé les seins d'une patiente alors qu'elle était endormie et qui avait aucune indication à lui palper les seins, juste pour dire qu'elle avait de gros seins et que c'était joli et que c'était sympa. En chirurgie gynécologique, on m'a proposé de faire des touchés vaginaux à des patientes qui étaient sous anesthésie générale alors que il n'y avait pas non plus d'indication à les faire. On me demande t'es toute nue sous ta blouse ? Je leur répondais que non, j'avais des bas de contention et un débardeur, comme la plupart des infirmières, parce que les infirmières nues sous leur blouse, c'est dans les films porno, quoi. Il a pu arriver du coup qu'on me demande quelle taille de bonnet j'avais sous ma blouse. Si jamais on relève ce type de blagues sexistes ou de commentaires à caractère sexuel, les médecins vont s'en défendre potentiellement avec l'invocation de cette culture carabine. Parce que carabin, c'est devenu le terme par lequel on désigne des étudiants en médecine. Et du coup, cette culture carabine, cet humour carabin, ce serait faire des blagues graveleuses, grivoises, à connotation sexuelle dans le milieu hospitalier. Ça permettrait de gérer émotionnellement les situations auxquelles ils sont confrontés. Je me dis même plus quand je vais en stage, est-ce que je vais être confronté à de la persécution sexiste, tout ça. Je me dis juste, quand est-ce que ça va arriver ? Je sais qu'il y a un moment, je vais y être confronté. Et ça peut venir de à peu près n'importe qui, n'importe quand. La solution va être vite de nous écarter, nous, que plutôt que de se dire on va remettre en cause un chef de service qui quand même est enseignant, produit tel et tel articles. Moi j'ai peur que si jamais je suis à visage découvert, j'ai peur qu'on me prenne en grippe en fait en stage et qu'on me fasse passer 1 mois et demi de l'enfer à me demander des tâches ingrates, à me parler mal, à me dénigrer, à me rabaisser. T'arrives à une période en fait de ce siècle où tu peux parler, mais tu peux t'exprimer, mais il y aura des conséquences, peut-être. C'est un secteur où il y a beaucoup de femmes, où c'est extrêmement féminisé. On est en majorité, donc si justement on s'organise, qu'on est solidaire et qu'on arrive à faire un espèce de front commun, on va y arriver, quoi. Il y a un moment donné, vous allez plus avoir ce monopole. En fait, je me suis dit, je vais pas les laisser gagner, je vais continuer. Et puis, je suis arrivée au bout. Enfin, là, j'ai encore un stage de 10 semaines, là. Mais ensuite, je serai au bout et je serai fière de moi d'avoir réussi à finir ce parcours un peu compliqué. Mais oui, j'ai toujours envie d'être infirmière. C'est un très beau métier et il y a besoin de gens comme nous. Oh. Je crois qu'on a... Sur le plateau, on a un peu tous les mêmes réactions, c'est-à-dire à la fois du dégoût, de l'exaspération, dans le chat aussi. On a le moc, c'est exaspérant d'entendre ces témoignages. Ma femme est aide-soignante et oui, elle est confrontée à ces comportements. Malheur, le médecin est un notable de nos sociétés, quelqu'un d'importance avec une sorte de pouvoir, mais surtout d'impunité. C'est ça en fait. C'est ça, c'est cette impunité liée au statut peut-être que les médecins ont qui fait qu'ils se sentent au-dessus avec leur esprit carabin, leur vanne carabin
Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette vidéo? Ça fait hyper peur. Ça fait hyper peur parce que tu te dis, si demain t'es confronté à aller chez le médecin pour je ne sais quelle maladie ou pour je ne sais quel besoin d'aller chez le médecin, en fait, tu sais pas si tu te fais. Tu sais, quand on se fait anesthésie, etc. là, bah, tu sais pas ce qui peut se passer en fait. T'es pas au courant de ce qui se passe derrière toi. Tu dors. T'es pas du tout au courant. Donc ça fait hyper peur. Ma cousine qui veut devenir médecin, j'ai très peur pour elle aussi du coup. Non, ça fait. Ce monde fait peur. Très peur. Ce monde, c'est vrai comme ça de l'extérieur, on s'en rend peut-être pas assez compte. Pas assez. Mais c'est vrai que ça fait poser des questions et j'avoue que c'est C'est certain. qu'un simple médecin, on fait plus confiance quoi. Ouais. Un simple médecin. Bah, il y a eu plein d'affaires hein, comme ça bon, encore une fois, on n'est pas dans la généralité, mais voilà, c'est triste de constater ce genre de comportement, quoi. Alors n'hésitez pas à réagir hein, dans le chat. Le MOC. Le Front commun, si c'est MeToo, on n'est pas dans la mouise, les médecins comme les élus. Yes. Allez, on enchaîne. C'est pas facile d'enchaîner après ça. Hein. Pas super simple. En tout cas, juste saluer le travail des journalistes de Brut qui ont réalisé ça. Et surtout saluer aussi le courage de ces femmes qui ont pris la parole pour s'exprimer. Elles l'ont dit aussi, comme ce qu'on disait tout à l'heure, certaines ont peur de s'exprimer. Et d'autres y arrivent encore. Y arrivent et on salue ce courage et on salue également celles qui souffrent aussi en silence, malheureusement. Sur les salaires, ouais, très rapidement. Ensuite, on enchaînera sur l'interview du docteur Frémaux, que je m'y retrouve. Bah, super. Alors, faut savoir qu'au niveau des salaires à profil égal, ouais, un énorme bravo. À profil égal, les femmes médecins travaillant à l'hôpital gagnent moins que leurs homologues masculins. Moins, pour vous donner une tranche d'environ 16,2% de moins que leurs homologues masculins. Toujours selon cette étude, alors l'ensemble des femmes travaillant au sein de la moitié des effectifs, 51%. Toujours selon cette étude, les aides-soignants, 78% des agents et 51% du personnel de la fonction publique, soit 89% des personnels médicaux gagnent 20,6% de moins que les hommes. Imagine. C'est-à-dire que là aussi, il y a des écarts de salaire, des inégalités de salaire liées au sexe. Bon, il y a encore du travail. Donc, donner des ailes à la santé, justement, l'association dont on parle depuis tout à l'heure, planche sur des solutions, planche sur des solutions pour lutter contre toutes ces inégalités, pour prendre conscience. Il le dit super bien dans le petit reportage. Il faut que les femmes s'unissent entre elles et créent une sorte de... le docteur Frémaux, je vous fais un peu un spoil, hein, mais utilise le terme de sororité. Voilà, ils mettent en place différentes manières pour justement lutter contre ces inégalités salariales et ont mis en place une charte qui vise justement à destination des hôpitaux, justement pour promouvoir l'égalité des salaires et la lutte contre les discriminations dans les services. Plusieurs hôpitaux ont déjà adopté cette charte, dont le centre hospitalier de Béziers, les hôpitaux de Tours, Grenoble, Nancy, Montpellier et Draguignan. Ça se fait petit à petit. Ça se fait petit à petit. Et justement, je vous en parle depuis le début parce que j'ai passé un super entretien. L'entretien était super intéressant et j'ai hâte qu'on le découvre ensemble. Qu'on le découvre ensemble, c'est avec le docteur Frémaux qui est docteur anesthésiste réanimatrice dans un hôpital à Paris, dans une structure à Paris. Alors juste avant de lancer l'interview, on se retrouvera ensuite après l'interview. Je remercie Ayoub. Allez, bon courage, bravo pour votre émission les copains. Et bientôt je dois y aller. Salut Ayoub, au plaisir, merci d'être passé.
On enchaîne tout de suite par l'interview du docteur Frémaux. Moi, je m'appelle Margot Frémaux, j'ai 33 ans et je suis médecin anesthésiste en région parisienne dans un centre spécialisé dans la lutte contre le cancer. Bien sûr. Donc, c'est un collectif qui existe, donc c'est sous la forme d'une association qui existe depuis la fin 2019, qui a été créée par plusieurs femmes qui sont médecins et par quelques femmes non médecins à des postes dirigeants et qui a été également rejoint par certains hommes et qui s'engage en fait pour la parité au sein des carrières médicales, donc pour améliorer l'accès des femmes aux carrières universitaires, mais aussi aux postes de direction, aux postes dirigeants, aux postes influents au sein des communautés hospitalières. Et ça s'associe évidemment à toute la lutte contre le sexisme qu'on peut rencontrer au sein du milieu médical. Voilà. Alors, c'est une cause qui m'importe depuis déjà un certain temps. Donc moi, j'ai fait des études de médecine standard. Tout mon externat, juste avant la première partie des études de médecine, ça s'est très bien passé. Je ne me sentais pas du tout discriminée de par le fait que j'étais une femme. Il y avait les blagues grivoises de salle de garde, des petites remarques, mais finalement, on se disait, c'est l'esprit carabin, c'est rigolo, et puis ça change rien dans les carrières. Et puis ensuite, je suis devenue interne. J'ai choisi l'anesthésie-réanimation, qui était mon premier choix de spécialité. Donc voilà, j'étais ravie. Et à côté, je me suis mariée et j'ai commencé à avoir une vie de famille, puisqu'on a eu un petit garçon dans ma deuxième année d'internat. Et là, j'ai commencé à déchanter, parce que sur le papier, pour accéder aux postes universitaires, donc aux carrières universitaires qui sont les plus prestigieuses en médecine, être un homme ou une femme, ça change rien. Il faut publier, il faut être parrainé par quelqu'un qui fait la même chose, quelqu'un qui vous prend un petit peu sous son aile. Et alors là, quand vous commencez à être une femme et à avoir des enfants, et ben ça devient difficile parce que finalement, il y a une sorte de réalité qui brutalement se rappelle à vous, à savoir qu'il y a des horaires pour aller déposer les enfants à l'école, pour aller les chercher le soir. Donc déjà, vous êtes moins disponible. À côté, quand vous êtes à la maison, pareil, vous êtes moins disponible parce que vous avez envie de voir votre enfant, de voir votre mari. Et puis, vous avez aussi besoin, pour survivre, d'avoir un tout petit peu de temps pour vous. Et donc, il vous reste globalement la nuit ou rogner sur tout votre temps personnel, qu'il soit familial ou juste pour vous, pour faire le travail universitaire qu'on attend de vous. Sachant que déjà, l'internat, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc là, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, j'avais moins de chances d'arriver à atteindre ce qu'on attendait de moi pour une carrière universitaire que mes collègues hommes, même s'ils étaient très intéressés par leur potentiel enfant, parce que déjà, ils n'avaient pas la grossesse à assumer en stage, ils n'avaient pas le congé maternité derrière, ils n'avaient pas le regard réprobateur du chef de service, ou le regard faussement sympa du chef de service, du « Ah, c'est génial d'avoir une vie de famille, mais il ne faut pas que ça se voit, quoi. Pas que ça change ». Et donc là, j'ai commencé à me rendre compte que ça allait devenir compliqué, alors même que sur le papier, j'avais tout. J'ai fait les études, les bons résultats, le cursus en parallèle de recherche, parce que moi, je fais de la recherche en éthique, donc j'ai fait un Master 2 en plus. Et malgré tout ça, je me suis rendu compte que ça allait pas être possible, ou alors que j'allais devenir folle. Voilà. Et donc, j'ai terminé mon internat comme ça, en ayant en plus un deuxième petit garçon, donc qui ont maintenant 2 et 5 ans. Et à la fin de mon internat, j'ai senti un soulagement immense de trouver un poste dans un endroit bienveillant, où c'est dirigé par une femme, où il y a plein de femmes qui ont des enfants, où c'est normal d'être pas là quand son enfant est malade, d'être en retard quand son enfant est malade ou quand il y a un problème à l'école. J'ai eu le temps de lire plein de livres féministes. Et puis, je me suis vraiment renseignée sur les inégalités de genre dans les carrières médicales. J'ai découvert l'association Donner des ailes et je me suis dit que vraiment, il fallait arrêter de se taire et que la place, on n'allait jamais nous la donner, il fallait aller la chercher. Voilà. Eh bien, je pense que c'est important parce que les femmes, finalement, elles font face en carrière médicale à plein de freins. Déjà, elles se freinent personnellement parce qu'on est dans une société où les femmes, malgré tout ce qu'on vous dit quand même, elles ont beaucoup leur place à la maison, dans les affaires de la maison, et donc elles n'osent pas s'engager autant dans le travail qu'un homme. Parce que elles sont de façon très naturelle liées aux enfants, liées à la maternité, donc elles sont un peu moins disponibles, parce qu'elles sont beaucoup plus sujettes au syndrome de l'imposteur que les hommes, parce que qui est-ce qu'on voit au poste dirigeant?
Des hommes. Moi, par exemple, dans ma spécialité, donc dans l'anesthésie-réanimation, il y a plus de 60% des médecins qui sont des femmes, et ça, c'est même 70% quand on prend toutes les études médicales, enfin, la carrière médicale. Voilà, et c'est moins de 20% de femmes. Dans ma spécialité, c'est entre 9 et 11%. Pourtant, les femmes, elles sont pas plus bêtes que les hommes, pas du tout. Elles sont pareilles. Donc, il n'y a pas de raison, c'est pas normal. Et c'est pas normal parce que elles y sont pas, parce qu'elles se limitent, parce que elles sont moins parrainées et moins prises sous leurs ailes par les professeurs des universités, parce que ils ont tendance à prendre des gens qui leur ressemblent. Ils font totalement abnégation de leur vie privée, qui sont le plus souvent des hommes. Ça s'appelle la tradition homophile, c'est bien décrit. On a tendance à nommer pour sa succession quelqu'un qui vous ressemble. Et donc, les hommes nomment des hommes, sans même être forcément misogyne, mais ça se fait comme ça. Donc, s'il n'y a pas à un moment des femmes qui viennent dire « ça suffit les boys bands, il faut aller vers une démarche de parité et ça ne va pas se faire tout seul », ça ne se fera pas. Et c'est très important que les femmes se soutiennent entre elles, qu'elles créent des sororités, qu'elles aient des rôles modèles finalement pour leur montrer qu'elles peuvent, qu'elles doivent si elles ont envie, et que surtout d'autres modèles que ceux qu'on leur propose, celui qu'on leur propose qui est finalement à mon sens un modèle très masculin de compétition et d'agressivité, il y a d'autres façons d'arriver à des postes dirigeants et elles ont tout à fait leur place à ces postes-là. Eh bien, dans ce milieu, déjà, il ne faut pas être seul, parce que si vous êtes seul, vous devenez la personne à abattre. Alors évidemment, personne ne va vous en coller une dans le couloir, mais on ne vous nommera pas au poste ou à la chefferie à laquelle vous auriez eu droit. Enfin, on va vous faire comprendre de façon très discrète que dans votre carrière universitaire, ce serait peut-être bien que vos ambitions féministes, vous les passiez un petit peu discrètement. Donc, il faut être beaucoup, il faut être plusieurs, il faut être unis. C'est pour ça qu'on fait ça. Et ensuite, il faut absolument porter à la connaissance des instances hospitalières, de vos collègues, de tout le monde, les inégalités, ce qu'elles sont, ce qui les sous-tend. Donc nous, on a tout un travail finalement d'acculturation. Moi, j'ai mené dans mon service, et je sais que mes collègues font pareil auprès ce qu'on appelle des CME, donc des commissions médicales des établissements, qui sont les instances vraiment les décisionnaires au niveau médical. La réalité, les chiffres, parce qu'il y a toujours cette impression que, bien sûr, il y a des inégalités, ça existe, mais pas chez nous. Chez nous, ça va. Eh bien non, chez nous, ça va pas. Dans mon hôpital, ça va pas. Dans celui où je vais présenter, ça va pas. Mais ils pensent tous que ça va. Donc, il faut éclairer vraiment, mettre à jour ces inégalités et être proactif et proposer des solutions. Les solutions, c'est d'abord obliger les directions à s'engager dans Nous, on vise à signer des chartes dans tous les établissements qui doivent se mettre dans des démarches finalement pour garantir la parité, de regarder combien ils nomment de femmes, favoriser la présence des femmes dans les CME et dans toutes les instances. Il faut également inciter les sociétés savantes, donc toutes nos sociétés de professeurs, à prendre connaissance de la réalité des inégalités qui existent. Il faut favoriser la présence des femmes dans les congrès médicaux. Les oratrices femmes, elles sont extrêmement peu nombreuses et il faut que les chiffres soient communiqués. Il faut que les femmes sachent que quand elles vont à un congrès, elles vont entendre peut-être 80% d'hommes parler, alors que dans leur spécialité, c'est 70% de femmes. Donc il devrait y avoir bien au moins 50% de femmes qui parlent. Non, on va en entendre que 20%. Ça doit être connu. Moi, je suis assez pour les quotas. C'est un peu discuté. Certains vous diront qu'il n'en faut pas. Moi, je pense qu'il en faut initialement et après, il n'y aura plus besoin d'en avoir. Mais dans les quotas des instances représentatives, notamment, je pense qu'il faut qu'il y ait un quota de femmes. Donc, je pense qu'il faut vraiment être proactif pour tout ça. Et il faut lutter aussi, et ce sera ma dernière action, c'est quelque chose de sociétal. C'est pas juste en médecine, c'est pas juste à l'hôpital, c'est toute la société qui doit prendre vraiment en compte cette inégalité entre hommes et femmes dans les carrières, dans les salaires, même en médecine, même à diplôme égal, même si on lisse sur le fait que les femmes travaillent plus à temps partiel, eh ben, elles sont moins payées que les hommes. Alors, j'ai pas l'impression de devoir en faire 2 fois plus pour montrer que je suis aussi bonne qu'un homme. En termes de ce qu'on attend de moi, on va attendre la même chose. On n'attendra pas moi que je publie plus qu'un homme. Certaines vous diront peut-être qu'elles ont l'impression qu'on attend plus, par exemple. Moi, j'ai pas l'impression qu'on attende plus.
Par contre, je jongle avec des impératifs et des contraintes beaucoup plus importants. Je dois faire face à un sexisme ambiant qui s'ignore, au bloc opératoire, au quotidien. Je dois faire face à une société qui me valorise dans mon rôle de mère, mais un travail qui, pas là où je suis, mais qui tout au long de mes études m'a fait comprendre que ça ne devait pas se voir. Je dois faire face à des congrès où je ne vois que des hommes. Donc j'ai vraiment cette impression que j'ose pas trop, quoi. Moi, quand j'ai intégré l'association Donner des ailes à la santé, la première chose que je leur ai dite, c'est vous savez, moi, je suis pas professeure, alors que j'ai déjà plein de diplômes, un peu plus que mes collègues. Vous êtes sûr que c'est ma place? Donc vraiment, c'est lutter contre toute une psychologie sociale qui nous freine. Et ça, c'est vraiment, c'est très cognitivement, ça pèse énormément et ça rajoute finalement de la fatigue cognitive, un investissement nécessaire. Je pense qu'on est plus fatigué et qu'on se sent plus contrainte qu'un certain nombre d'hommes qui briguent les mêmes postes. Sans rentrer dans les détails, oui, pas des choses graves, mais des petites choses du quotidien. Alors moi, je travaille au bloc opératoire, donc c'est un milieu assez particulier. Il y a énormément de chirurgiens qui sont des hommes. On s'habitue, on normalise un tas de remarques qui ne sont pas normales en fait. Et elles sont pas normales, et ça c'est très important de le dire. Ça a été montré dans plusieurs études. Quand vous exposez des jeunes femmes, donc par exemple des externes, des toutes jeunes étudiantes en médecine qui viennent au bloc pour observer, pour apprendre, dans le cadre de leur stage, quand vous les exposez à des remarques sexistes comme celle-ci, comme les blagues grivoises du bloc opératoire typiquement, et ben en fait, elles vont intégrer petit à petit que le bloc opératoire, c'est peut-être pas un endroit pour elles. Et alors qu'elles auraient pu aimer la chirurgie, et ben elles vont se dire que finalement, c'est pas ça qu'elles vont faire. Donc en fait, c'est très impactant, malgré l'apparente non-gravité, malgré... On peut se dire c'est anodin, c'est pas grave, mais rien que ce genre de comportement, en fait, finalement, ça a un vrai impact sur les carrières auxquelles les femmes ont accès derrière. Et par ailleurs, il faut savoir que on est dans un cercle vicieux où les victimes de harcèlement ou d'actes plus graves, mais de harcèlement même un petit peu de base, elles minimisent, et ça c'est bien montré dans plusieurs études aussi, elles se rendent même pas compte que c'est une forme de harcèlement ou de sexisme, donc elles sous-déclarent, et puis de toute façon quand elles déclarent, d'abord elles ont très peur parce que c'est à la hiérarchie souvent qu'on déclare, et elles ont peur que ça impacte leur carrière, donc elles déclarent pas, et puis quand elles déclarent, de toute façon dans moins de 2% des cas, ça a des conséquences pour les auteurs. Donc c'est un peu décourageant. Donc un baromètre, une étude à grande échelle sur la France pour recueillir finalement donc la réalité dans les hôpitaux, c'est vraiment les femmes et même les hommes qui peuvent répondre. Est-ce qu'elles se sentent discriminées? Qu'est-ce qu'elles vivent? Combien il y a de femmes au poste dans les CME? Combien il y a de femmes en chef de service? Et donc ça fait un baromètre tous les ans et on voit que ça ne change pas. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on voit que ça n'évolue pas tellement. Petit à petit, très doucement, on arrive à faire de plus en plus signer en allant avec notre petit bâton de pèlerin en contactant en fait les directions des hôpitaux, les confédérations des doyens. On arrive à aller présenter les chiffres de ces baromètres et à aller les convaincre de la nécessité, au-delà du fait que d'abord c'est juste la loi, et de la nécessité de s'engager dans une démarche de parité au sein des hôpitaux, de soutenir les femmes et de lutter contre le sexisme et le harcèlement sexuel au quotidien dans les hôpitaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose vraiment qui nous tient à cœur. On organise des sessions de formation pour les femmes qui souhaitent créer des réseaux dans leurs hôpitaux, ce qu'on appelle moi j'appelle ça des sororités, des réseaux de soutien, que ce soit pour des femmes universitaires par exemple qui souhaitent se réunir pour dire à d'autres femmes qui seraient intéressées, voilà, dans l'hôpital vous pouvez contacter une telle et une telle si vous avez une envie de carrière universitaire, plutôt que professeur bidule qui commence par dire à ses stagiaires pas le droit de tomber enceinte, parce que ça se dit encore, c'est pas des blagues tout ça, donc c'est créer des sororités. Et moi, à titre personnel, déjà ça me donne intégrer cette association, ça m'a donné vraiment le sentiment que ce que je ressentais, qu'il y avait une forme d'injustice, c'était pas du délire, c'était pas de la victimisation, c'était vrai. Mais qu'on avait une action possible. Et donc, tous les jours, je me dis, OK, la situation actuelle ne me convient pas, mais c'est pas grave, on va la faire changer petit à petit et on va y arriver.
Et j'ai arrêté de me taire. Quand je vois un comportement inadéquat au travail, au bloc, je le fais remarquer calmement. Je rappelle, c'est le travail ici, ça n'a rien à faire là, ça c'est pas normal et ça a des conséquences. Et donc mon projet avec d'autres femmes au sein de l'hôpital où je travaille, c'est d'arriver à une charte sur la parité et de créer une sororité celle qui s'observe dans d'autres hôpitaux. Oui, donc cette charte, elle est signée déjà par plusieurs grands groupes hospitaliers. Donc, on continue petit à petit à en avoir d'autres. Il y a toutes les formations qu'on fait, des webinaires, comment lutter contre les violences et le sexisme à l'hôpital, comment monter une sororité dans son hôpital. Donc ça, c'est des choses comme ça qui se font. Et on forme plusieurs femmes. Il va bientôt y avoir, c'est le 22 novembre, le colloque avec des tables rondes et des discussions. Donc c'est le colloque de l'association. On va rencontrer les ministres, que ce soit à l'enseignement, à l'éducation, aux droits des femmes, pour parler justement de cette nécessité que tout le monde se saisisse de cette question et que ça ne soit pas juste des petites actions locales ou que ce soit pas juste présenté comme trois nanas qui ont l'impression que c'est pas juste. Non, c'est réellement pas juste, mais c'est pas une procédure victimaire, c'est pas juste et ça doit changer et ça va changer. Et la dernière chose que j'ai vraiment envie d'ajouter, c'est que le but, c'est pas de dire on est contre les hommes, pas du tout. Les hommes, c'est notre soutien, ils sont notre soutien principal. D'ailleurs, ils observent, et ça on le voit bien quand on fait le baromètre, ils rapportent même qu'ils observent des comportements sexistes et que ça les met pour un certain nombre mal à l'aise et que eux aussi sûrement aimeraient que ça change. Donc les hommes, ils vont être nos atouts principaux, je pense, dans ce combat. C'est des beaux métiers. Moi, je peux parler pour la médecine, un peu moins pour les métiers paramédicaux, parce que je les observe, mais je ne les vis pas au quotidien. Mais en tout cas, si c'est ce que vous avez envie de faire, n'hésitez pas. C'est très, très intéressant. Ça apporte énormément. Mais ne soyez pas dupes, vous allez actuellement rencontrer du sexisme, vous allez rencontrer des difficultés. Être une femme, être une mère, concilier la vie privée et la vie professionnelle, c'est difficile, mais ne vous découragez pas, ne laissez rien passer et regroupez-vous avec d'autres femmes, ne vous laissez pas faire. Et on est 70% bientôt, plus de 60% en tout cas de femmes médecins, et donc il faut qu'on soit au moins ce chiffre-là, en chef de service, en PUPH. On n'est pas plus bête, on n'est pas moins débrouillarde, au contraire, et donc battez-vous. Oui, on a une page, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Donc l'association, c'est Donner des ailes à la santé, avec LE2LES, petit jeu de mots, et donc ça on la trouve il y a un site internet qui décrit toutes les actions de l'association, comment nous contacter, comment s'engager, nous soutenir, ce qu'on y fait. Où d'autres femmes peuvent témoigner. Et puis ensuite, il me semble qu'on est sur Twitter et je crois qu'on n'est pas encore sur Facebook. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, voilà, on peut nous retrouver assez facilement. Et voilà, interview terminée. On remercie infiniment docteur Frémaux qui nous a accordé son temps. On sait que l'emploi du temps, à quel point l'emploi du temps d'un médecin est rempli, et elle a bien accepté de nous accorder cette interview. Elle dit des choses super intéressantes et ça fait écho avec ce qu'on dit un petit peu depuis le départ, à savoir libérer la parole, s'unir pour des causes communes, et puis et surtout ne plus rien laisser passer, quoi. Donc voilà, c'est un combat qu'il faut encore continuer à mener, et je trouve que ce message, toi t'en as pensé quoi de l'interview? C'est hyper intéressant, elle parle de tout, elle raconte tout par détail de tout ce qui se passe dans ce métier, donc c'est hyper intéressant. C'est inspirant aussi. C'est ça aussi, ouais. Pour ta cousine qui veut devenir médecin. C'est ce genre d'interview qui est important de regarder pour se donner un peu l'image de quoi peut être ce métier et de quoi ça parle, quoi. Bon, en tout cas, on remercie encore le docteur Frémaux. On rappelle également qu'on peut retrouver l'association Donner des ailes à la santé sur les réseaux sociaux, Donner des ailes E2LES.
qui font beaucoup d'actions. On peut également les retrouver sur YouTube. Ils proposent, je crois, des vidéos, des émissions. Merci à eux d'avoir participé à l'émission, d'avoir apporté leur pierre à l'édifice à ce projet Parlons d'elle. Et voilà. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais. Mais c'est pas fini. Tout de jamais suite, fini. le quiz pour terminer. On vous a préparé un petit quiz pour terminer en beauté cette émission. Un quiz auquel vous pourrez tous participer. Hein. Un quiz sur Kahoot. Alors juste avant, hallucinant, Lagarta, oui, c'est ça, c'est ce qui a été dit est tout bonnement hallucinant dans le mauvais sens du terme, bien sûr. Voilà, donc on passe au quiz tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est le quiz sur le... Bon, c'est pas sur le thème d'Halloween, hein, c'est sur le thème des femmes dans la santé. Donc si vous voulez participer au quiz, je vous invite à flasher le QR code sur votre téléphone. C'est exactement ce qu'on va faire. Alors. Attends, je te donne... Hop là. Hop là. Alors là, je suis devant l'écran, ça va pas trop le faire. Hop. Voilà. Donc vous vous inscrivez, vous mettez vous mettez le code PIN du jeu. Alors c'est 601 429. Validé. Vous choisissez un petit pseudo. Moi c'est Yazouz. Ah non, moi je me suis appelé ça. Comme une cape. Pourquoi? Je sais pas, ça a mis tout Tu peux seul. pas modifier? Ah, Ah merde. Si, il faut qu'elle refasse. Faut qu'elle rescanne. je refais du début? Ouais. Ok, c'est parti. Moi je vais prendre ce personnage. Voilà. Donc voilà, pour l'instant on est 3. Répète s'il te plaît. Bah, écoute Lagarta, il y a juste à scanner le QR code qui est avec ton téléphone sur... il faut que tu te mettes en Wi-Fi. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. Alors il faut scanner le QR code, ensuite tu vas arriver sur une page qui va te demander le code PIN, et le code PIN c'est 601 429. On t'attend Lagarta. Donc voilà, on est chat, Yazouz, Whis. Lagarta. T'es prête? Yes. Bon, j'espère que je vais gagner. Mais j'espère aussi. Oui. Juste pour non. Elle me dit non. Allez-y. D'accord. Ben écoutez, allez-y. De toute façon, tu pourras rejoindre le quiz en plein milieu du jeu. Alors, juste pour préciser, on n'est pas des tricheurs ici. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Wissem qui est à la régie m'enverra ensuite les réponses, les explications aux réponses par texto que je vous lirai. Comme ça, on est totalement transparent avec vous. Ah bah voilà, c'est bon. On peut lancer? Ah, Lagarta est avec nous. Eh ben voilà, c'est nickel. Allez, on lance. C'est parti. Alors. Quiz. Femmes dans les métiers de la santé. 3. Quel est le nom de la première femme devenue médecin? Alors oui, si tu peux regarder pour mettre le son sur la page. Tu sais, dans l'onglet en haut, je l'ai désactivé. Quelle est la première femme à être devenue médecin? Je pense que je dirais Emma Chenu. Enfin, faut pas dire. Du coup, est-ce qu'il y a du son? Yeah. Mauvaise réponse. Oh là 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 là. Je suis à la 4e place. J'ai la bonne réponse. Bravo, Chad. Il n'y a pas le son du jeu. Du coup, on fait quoi pour passer à la prochaine? D'accord, bah monte là un petit peu. Mais t'as répondu? Bah. Ouais. Bon bah on passe à la question suivante. On fait un petit point sur le classement. Donc Chad qui est première, tout le monde a répondu faux. Super. Comment on fait pour répondre? Bah on clique. Bah alors c'est sur le téléphone. En quelle année...
En quelle année l'internat de médecine est-il ouvert aux femmes en France? Je te laisse pas regarder. Je dirais 1800. Oh non! Oh non! C'était quoi du coup? Alors, Wissem va m'envoyer la réponse. C'était 1885. Alors, 1885. Ouais, c'était 1885. J'ai pas plus d'explications, mais c'était 1885. Ok. On fait un petit point sur le classement. Je suis toujours première. Toujours première avec 525 points. Le classement reste inchangé. Allez, on retourne. Tu es 5e à égalité avec Lagartha. Aïe, 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 aïe. Qui fut la première femme à entrer à l'Académie des sciences? Elle me dit quelque chose. C'est pas... Je dis... Yeah! Yes, I 755. C'était Sophie Germain. Alors, pour la réponse, Sophie Germain. Qui était Sophie Germain? Sophie Germain. Merci Wissem pour la réponse. Alors, Sophie Germain, mathématicienne autodidacte née en 1776. Tricheur, mais non, non, on n'est pas des tricheurs. Hein. Née en 1776, a d'abord contourné l'interdiction faite aux filles à son époque d'intégrer l'école polytechnique en se faisant prêter les notes de cours par un élève du prestigieux établissement. À partir de 1809, elle présente plusieurs rapports à l'Académie des sciences et finit par y être acceptée en tant qu'auditrice, sur la recommandation de Jean-Baptiste Fourier, dont elle a été la secrétaire. Bravo. Et non, on n'est pas des tricheurs, Lagartha. On a juste un peu de culture, quoi. Oh, regarde mes points. Bon, je vais revenir, hein. 1317 points. Je vais revenir. Tu dis mieux, Wissem? Hein? Tu dis mieux? Moi je dis je vais revenir. Moi je dis je vais revenir aussi. Allez, on enchaîne. Vite. Combien de femmes ont reçu un prix Nobel sur 850? Oh, ça c'est... Enfin non, c'est pas facile. Putain, 850, c'est beaucoup quand même. Moi, je dirais 44. Oh Je sais pas, c'est combien alors? 4. Mais en plus, 4. j'y ai pensé, mais je me suis dit c'est trop peu sur 850. Non, c'est 4 sur 850 qui ont reçu un prix. C'est rien. Non, attendez. Oui, c'est... Attendez. Oui, c'est 4. Non, c'est 44. Bah, moi j'ai mis c'est 44. Il y a une faute sur le caout. Oh non. C'est 44. C'est 44. Et non, Lagartha, c'est 44. Alors, dont 2 en physique-chimie. Oh, il est en train de revenir, Wissem. Marie Curie, la première femme à avoir reçu un prix Nobel en 1901. 4 en chimie, et 10 en physiologie ou en médecine, 12 en littérature et 16 en prix Nobel de la paix. Une répartition des matières pas si éloignée de celle qui se fait entre les filières scientifiques et littéraires des lycées. Donc en fait c'est... Quoi? Usurpateur. Non, c'est l'auteur du caout là, il a... Non mais du coup c'était 44. Désolé Lagartha, c'était 44. Voilà, c'était 44. Bon bah ceux qui ont répondu 4... C'était juste mais bon, vous avez eu un peu de chance. Bon, on vous l'accorde quand même. Ensuite. À l'heure actuelle, quel est le pourcentage de femmes chercheuses en sciences dans le monde? Plus de 40%, entre 30 et 40. Ah ouais. Bah si je me rappelle ce que Margot Frémaux disait tout à l'heure, ils sont environ 30%. Non, c'est même pas ça! Bonne réponse! Non! Entre 30 et 40%. Mais j'ai répondu ça? Ah bah non. Et c'est pas... C'était ça, hein? Bah j'ai répondu ça, non? Je vous ai tous... Qu'est-ce que j'ai répondu? Une raclée. Oh là là. T'as répondu entre 15 et 20. Ah, j'ai répondu entre 15 et 20. Non, je me suis trompé. Du coup, la réponse c'est... Mais waouh! On est à la question... 2075. Alors, elle ne forme que 8,4%
des salariés dans les emplois. De bouger. Dans les emplois en sciences d'ingénieurs. D'une manière générale, dans la recherche, les femmes sont près de 30% dans le public et environ 20% dans le privé. Mais les chiffres varient fortement selon les matières. Ainsi, les enseignantes-chercheuses sont majoritairement en langue et littérature à 62%, mais minoritaires par exemple en mathématiques et informatique à hauteur de 23%. Petit point sur le classement. Alors je suis à la ramasse complet. Je sais pas qui est 600. Ah oui, c'était ton compte de tout. En fait, je suis dernier. Ouais. D'accord, je suis dernier. C'est super, c'est Parce super. que 600 d'ailleurs, c'est mon compte. Mais mis à part ça, on est des tricheurs, la Garta. Hein bon. Sans commentaire. Sans commentaire. La Française François Barré Sinoussi a réussi le prix Nobel de psychologie ou médecine 2008. De physiologie ou médecine en 2008 pour. Alors. Je crois que je la connais celle-là. J'espère que j'y joue. Yes! C'était quoi? Eh oui! Moi, j'ai mis traitement. Oui, Sam, j'attends que tu m'envoies la réponse. C'était la découverte du virus de... Alors oui, c'est bon, j'ai reçu. Alors, je vais lire. Françoise. Alors, c'est Françoise Barré-Sinoussi, née le 30 juillet 1947 à Paris. Elle est immunologue et virologue française, spécialisée dans les rétrovirus. Elle fait sa carrière à l'Institut Pasteur, dont elle est directrice de recherche honoraire et participe à la découverte, du virus de l'immunodéficience VIH, à l'origine du sida. Cette découverte lui vaut de recevoir le 6 octobre 2008 le prix Nobel de médecine, prix partagé avec Luc Montagnier, Harald Zurhausen, ce dernier pour la découverte de l'oncogénécité de certains papillomavirus humains. Et elle est présidente de l'association SIDAction depuis 2017. Bon, petit point sur le classement. Oh, la Garta, mauvaise joueuse, hein. Je passe devant la Garta, yes. Je passe devant la Garta, voilà, et pan la Garta. Je suis choquée. Oui, ce qui repasse devant à 2300. Ouh là 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 là, la fin risque d'être bien serrée. Hein. Très nerveuse. N'hésitez pas hein, sur le chat. On enchaîne tout de suite. Sur la 7ème question. Quelle est la phrase célèbre attribuée à Marie Curie? L'imagination est plus forte que le savoir. Oser le progrès. Ah. Tac, tic, tac, tic. Yes! Je me suis gavée. T'as mis la bonne réponse toi là-bas? Non? Bah voilà. Voilà, donc potentiellement elle passe devant. Oui, j'attends que tu m'envoies la réponse par texto. T'as reçu? Ouais, c'est bon. Bah en fait il me dit juste que c'est Marie Curie. Voilà, ouais. Merci pour les infos, oui. La phrase. Ouais. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Ah bah oui, c'est la réponse. Donc voilà, petit point sur le score. Alors, qui repasse devant. Et c'est de plus en plus serré entre moi et Wiss. Hein. La Garta qui commence à perdre un peu le fil, si je puis dire, toujours à 820 points. Va falloir se rattraper. Il reste que 2 questions, je rappelle. On enchaîne tout de suite. Combien de femmes médecins déclarent s'être senties discriminées? Ah ben ça on peut pas avoir faux. On peut pas avoir faux. Allez hop, ça si t'as faux, tu sors direct. Ah ouais non. Yes. Enfin yes. Ça se voit qu'on est investi. Ouais, on est investi, mais pour le coup c'est beaucoup trop. 85% quand même s'estiment discriminés. Oui, clairement. Donc on va pas forcément se réjouir. Ouais. Mais je prends quand même 878 points et il y a moyen que. Il y a clairement. Regarde, mais waouh! Ah, je suis encore 3ème! Aïe aïe aïe! Et la Garta qui a totalement abandonné, je crois. Ouais, je crois qu'il est... La Garta, bon, bah, je pense que tu n'as plus rien à jouer, malheureusement. Tout va peut-être se jouer sur la dernière question. On enchaîne. Dernière question.
Enfin, avant-dernière question. Combien faut-il suivre d'années d'études après le bac pour devenir un médecin? Oh, trop bien. Non, je me suis trompée. Attends. Je me suis trompée, c'était pas ça. Je crois que c'est ça. Ouais, je sais que je me suis trompée, Attends, donc attends. en soi j'attends la réponse pour rien un peu. Yes! Ouais, je savais que c'était pas ça. J'ai mis 6. Eh oui, c'était 3 ans, Wiss. J'attends Wiss qui m'a envoyé la réponse. Alors, Wiss. Mais faut pas beaucoup d'années en vrai. Le diplôme d'infirmière est reconnu au niveau licence. Bon, ça va. Hein. Et non, c'est au niveau licence, les gars. Il se prépare au sein d'un IFSI, Institut de formation en soins infirmiers. Par la suite, il est possible de se spécialiser. Après 2 ans de pratique, on peut préparer le concours d'infirmière. Après 2 ans de bloc opératoire, 18 mois de formation, ou d'infirmière anesthésiste, 24 mois de formation. Okay. Après 3 ans de pratique, on peut devenir infirmière en pratiques avancées, IPA. Ce diplôme, reconnu au grade de master, se prépare en 2 ans et permet d'exercer des compétences relevant du champ médical. Mais en tout cas, pour devenir infirmière, avoir le titre d'infirmière, c'est niveau licence, c'est 3 ans. On fait un point sur le score. Oui. Wow. Et Yazoo qui revient en tête. On appelle ça une remontada. Ouais. Une remontada. C'est la remontada. Bon, c'est la remontada. On revient sur le plateau avant la dernière question. Comment tu te sens avant la dernière question? Parce que là, tout peut se jouer. Hein. Très mal. Tout peut se jouer sur la dernière question. Wiss aussi qui est derrière. Comment tu te sens? Comment tu te sens, Wiss? En total. Alors Wiss, on fait un point, t'es à 3000. Mais tout est encore possible, à part pour Lagertha, malheureusement, qui est à la traîne totale. Je crois qu'il a abandonné, on va pas se mentir. Ouais. Bon, bah, quand faut y aller. Dernière question. Là, c'est vraiment... On y go. Dans laquelle de ces professions il y a la plus grande part de femmes? Éducateur spécialisé, médecin, chirurgien, kinésiste. Oh, je stresse. Je stresse. Oh, c'est qui la rouge? C'est moi. Non, merde. Eh oui, c'est éducateur spécialisé, la réponse. Les éducatrices spécialisées représentent 69%. La part des femmes médecins est de 46%. Celle des kinés atteint la parité 50%. Oh là là. Je suis vraiment incroyablement fort. Du coup, Oh. Oui, ce 3e. Quoi? Qui est 2e? Non! Ah, c'est moi la première. Oh là 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 là, Chad qui remporte ce quiz. On est bon joueur, chez La Bonne Idée. On est bon joueur. Félicitations, Chad. Merci. Félicitations. C'était un très bon Est-ce que tu as un mot à dire sur cette victoire? C'est les interviews d'après-match. Bah écoutez, je remercie tout le monde pour mon soutien collectif. Vraiment, merci à Wiss, merci à toi de m'avoir merci aux viewers, merci à Lagertha qui a abandonné. Oui, merci parce que sans ton abandon, j'aurais jamais gagné. Voilà. Enfin, on sait pas. Un mot à dire pour les supporters qui sont venus en masse aujourd'hui, en nombre? Continuez à venir en masse. Continuez à venir en masse. Voilà, c'était le mot de la victoire de Chad. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce live. On aura passé une bonne petite heure ensemble. C'est également la fin des émissions Parlons d'elle. On a pris beaucoup de plaisir à faire ces émissions ensemble. J'aimerais remercier tous les jeunes, je vais oublier des noms, Mathieu, Kylian, Rachel, Malo, Wissem, j'en oublie sûrement, Gian, Laura aussi qui a participé, on les remercie tous. À Toulon en tout cas. Aussi remercier les équipes de Grasse et de Salon de Provence avec qui on a fait cette émission. On a appris pas mal de choses tout au long de ces émissions. On est super content d'avoir participé à ce projet et on espère que vous aussi vous avez pris plaisir à les voir. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce live. Est-ce que tu as un mot à dire pour terminer? Qu'est-ce que tu en as pensé pour une première sur Twitch? Hyper intéressant et super cool. Super cool, tu reviendras la prochaine? Évidemment. Nickel, le rendez-vous est pris.
On se dit au revoir, on se donne rendez-vous très prochainement sur Twitch. En attendant, vous pouvez rester connectés sur la chaîne Twitch. Il y a du contenu qui arrivera très 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 prochainement. Restez branchés l'équipe. Voilà, donc on vous dit au revoir, on fait plein de gros bisous. À la prochaine.